Ça y est, Game Next Door a 3 ans. Et même si on n'est pas vraiment du genre à se formaliser pour des étapes symboliques comme celle-ci, mine de rien, être encore là à parler de jeux vidéo sur YouTube 3 ans après notre première vidéo, c'est un peu inespéré. Déjà parce que 3 ans en temps internet c'est très long et que c'est pas tout le monde qui survit à 3 hivers. Et puis aussi parce que quand on s'est lancé, on ne savait pas du tout où on voulait aller avec GND. Il n'y avait pas vraiment de plan de progression et on ne connaissait pas assez YouTube pour pouvoir ne serait-ce qu'imaginer ce qui nous attendait. Mais voilà, aujourd'hui on y est, et en plus, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête vu toutes les choses qu'on a prévues pour cette année 2018. Du coup, on s'est dit que pour fêter ces 3 années à parler de mécanique de jeu, de narration, de level design et de Bloodborne, on pourrait s'amuser à faire un GND sur GND. En gros, essayer d'appliquer notre prisme d'analyse, aussi bancal soit-il, sur notre propre création pour tenter de comprendre comment elle a évolué. Parce qu'entre le premier épisode où on faisait des vannes limites à base de coton-tige et de prostate, et le dernier en date dans lequel on a parlé de récompenses extrinsèques et d'activités autotéliques, ça a quand même un petit peu bougé. Et puis au passage, on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous expliquer un peu plus notre processus de création, pour que vous sachiez un petit peu comment on fonctionne et comment on arrive de quelques bribes de réflexion à un épisode de GND que vous pouvez regarder sans vous dire que c'est trop de la daube. Bref, c'est parti pour une vidéo un peu spéciale, comme disent les vrais, bienvenue dans Game Next Door. Alors, avec le recul, l'événement qui nous a très probablement poussé à nous lancer dans GND, c'est malgré tout la fin du 3615 Usul. D'ailleurs, pour l'anecdote, si on se connaissait avant qu'elle ne débute, c'est une émission que Maxime et moi-même avons d'abord découvert chacun de notre côté. Ce n'est qu'en cours de diffusion qu'on s'est rendu compte qu'on la suivait tous les deux avec attention. Et même si on avait évidemment déjà parlé de jeux vidéo entre nous, qu'on avait échangé timidement sur nos parcours de joueurs et sur les jeux qui nous tenaient à cœur, c'est bien le 3615 Usul qui a scellé notre amitié autour de cette passion. Chaque épisode, chaque dimanche, est une nouvelle occasion pour nous de confronter nos visions, de discuter et de pousser les réflexions qu'Usul et Dorian servent sur jeuxvideo.com. Le 3615 est un terreau fertile à nos conversations et il nous fait surtout prendre conscience qu'un discours alternatif aux éternels tests est possible. Et ça c'est très important parce que du coup, on se rend aussi compte que jusqu'ici, notre façon d'envisager le jeu vidéo, de le consommer et d'en parler a été structurée, formatée par une seule et unique grille de lecture. Alors c'est pas le mindfuck non plus, mais on réalise que tout ce qu'on lit et regarde à propos du jeu vidéo est finalement toujours construit sur une analyse avec une partie sur le gameplay, une partie sur le scénario, une partie sur les graphismes, etc. On nous a appris à aborder le médium comme ça, et l'immense majorité des discours pro et amateurs restent dans ce carcan de pensée. Et c'est pour ça que quand le 3615 s'arrête en janvier 2014, et même si Dorian fera des trucs très cool avec Merci Dorian, on n'arrive plus à se contenter de ce qu'on a sur le net. On s'est découvert une espèce d'appétit pour la réflexion autour du jeu vidéo, mais on ne trouve rien pour la nourrir et la satisfaire. Bon, avec le recul, il faut admettre qu'il y avait plus de contenu que ce qu'on pensait à l'époque, surtout du côté anglophone. Mais du côté français, les quelques podcasts et émissions qu'on connaissait nous laissaient penser qu'il y avait encore une bonne marge de manœuvre. Et là, mi-2014, destin ou hasard, je ne sais pas, je crois pas en grand chose, pour un projet dans nos études, on doit faire une vidéo, et du coup, on a une micro-formation express sur Adobe Premiere. En 6 petites heures, on apprend à créer un projet, importer des vidéos, cutter, exporter, bref, la base de la base. Et c'est le déclic. On se dit que finalement, si on n'arrive pas à trouver du contenu qui nous parle, on n'a qu'à le faire nous-mêmes. Maxime aime débattre, moi j'aime écrire, et maintenant qu'on sait bricoler sur Premiere, on n'a plus d'excuses. Et après quelques mois à tourner autour du pot, on lance la première vidéo, en s'inscrivant au passage sur une 50aine de forums pour faire notre pub et voir si la mayonnaise prend. Donc la première étape quand on veut créer un GND, évidemment, c'est trouver un sujet. Alors ça peut paraître évident comme ça, mais ça l'est pas forcément, parce qu'on n'a pas une chaussette magique avec plein de sujets à l'intérieur, dans laquelle il suffirait de piocher pour trouver l'idée du prochain GND. D'abord il faut trouver un truc qui nous parle, un truc qui nous intéresse sur le moment, et puis il faut aussi trouver un sujet qui a le potentiel finalement pour un GND. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'il y ait un angle un tout petit peu inédit, ou au moins quelque chose qui n'a pas été vu et re-revu partout dans la presse. Genre par exemple parler du dématérialisé et essayer d'expliquer comment ça va impacter les ventes physiques. Bon, ça va quoi, on a déjà lu ça. Et puis, faut aussi que ce sujet nous permette d'aborder assez de concepts pour pouvoir tenir tout un épisode de GND. Parce que dans un GND, c'est jamais un seul truc, et donc l'idée c'est quand même de trouver quelque chose qui va être assez riche pour pouvoir tenir pendant 10-15 minutes, quoi. Ensuite, une fois qu'on a cette piste de réflexion, on va tout simplement discuter, moi et Max, voir un petit peu ce qui nous vient en fait en discutant autour du sujet, et finalement on va se rendre compte pendant la conversation si elle est riche, s'il y a beaucoup de ping-pong, si Max rebondit sur mes arguments, que moi je pense à d'autres trucs, que ça nous fait penser à un jeu auquel on a joué, etc. On va se rendre compte finalement qu'il y a assez de matière pour faire un épisode de GND et pour tenir
12 minutes, quoi. Une fois qu'on a décidé donc du sujet, on va passer à la phase d'écriture. Et pour moi, ça se répartit finalement en deux étapes assez distinctes. La première, c'est ce que j'appelle l'écriture dégueulasse mais structurée. C'est-à-dire que l'idée, ça va être vraiment de bourrer l'écriture, d'écrire vraiment n'importe comment, avec vraiment une forme pourrie, avec des phrases qui font 4 km de long. Mais tout ça pour aller au bout de l'épisode et surtout trouver sa structure, construire vraiment son squelette. Ça c'est un truc sur lequel je me prends vraiment beaucoup la tête. Au début quand j'ai commencé à faire GND, c'est pas forcément un truc auquel je pensais, mais aujourd'hui j'attache énormément d'importance en fait à comment la narration de l'épisode va se structurer. C'est-à-dire dans quel ordre les arguments vont arriver et comment chacun d'eux va servir le suivant. Parce que pour moi, l'idée avec un épisode de GND, c'est vraiment d'emmener les gens qui nous regardent d'un point A à un point D. C'est-à-dire qu'il faut passer aussi par le point B et par le point C. Et l'idée, c'est vraiment de trouver un fil rouge qui va nous permettre un peu de faire des virages entre les concepts, tout en les liant entre eux et en créant vraiment une espèce de cohérence qui fait que l'épisode, à la fois, vous abordez plusieurs choses, mais vous en retenez quand même quelque chose d'assez essentiel, et aussi, surtout, qu'il soit plaisant à regarder. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait assez de rythme, que les idées se suivent assez bien, pour que vous, une fois que vous le regardez, vous êtes un petit peu capté dedans, et que vous ennuyez pas, et que, surtout aussi, le message qu'on veut faire passer tout au long de la vidéo vous arrive bien, en fait. Et ça, c'est pas forcément évident, et c'est un truc sur lequel aujourd'hui je passe beaucoup de temps à changer l'ordre des trucs pour que ça se connecte bien, pour que vous ayez vraiment le meilleur visionnage possible, quoi, que ça soit le plus logique en fait, tout simplement, dans vos têtes, et que ça vous arrive correctement pour que à la fin de ma réflexion, vous m'ayez bien suivi, quoi. Et c'est très important parce qu'en fait, si on fait pas ça, si je fais pas ce travail-là de construction et d'aller jusqu'au bout de la conclusion, si je passe à l'étape suivante, qui est l'écriture vraiment formelle, du script, quoi, de ce que je vais lire en voix off, je vais arriver à un moment au milieu de la vidéo où ça va être la merde parce que je sais pas où je vais. Et donc c'est vraiment important de bien trouver précisément tout ce qu'on va vouloir dire, toutes les idées, de les connecter entre elles, pour qu'une fois qu'on écrit vraiment la forme, on puisse avancer correctement. Donc ensuite on passe forcément à cette étape qui est donc l'écriture formelle, où là je vais vraiment écrire concrètement ce que je vais dire à l'écran. C'est-à-dire que j'écris tout, il y a zéro improvisation dans GND, je suis pas capable de le faire honnêtement, parce que j'aurais trop peur d'oublier des trucs, donc j'écris vraiment mot pour mot ce que je dis, ce que je vais dire en voix off. Et c'est aussi à ce moment-là au fait que Maxime va intervenir pour retravailler un petit peu tout ce que je fais. C'est-à-dire que si vous voulez, le fonctionnement de Game Next Door aujourd'hui sur la partie écriture, c'est assez simple. On pourrait dire que moi d'un côté je suis l'auteur, et que Maxime de son côté est éditeur. Alors pas éditeur au sens publisher comme on l'entend dans le monde du jeu vidéo, mais éditeur dans le sens où il va faire une relecture critique, apporter éventuellement aussi des idées, des éléments, des exemples que moi j'ai pas forcément en tête, parce que voilà, on a joué à des jeux différents, et parfois, sur un argument en particulier, il va avoir un meilleur exemple parce qu'il a joué à tel jeu que moi je connais pas forcément, et puis voilà. Donc là aussi, forcément, c'est super cool d'avoir quelqu'un d'autre qui va vous donner des exemples intéressants, qui va venir nourrir la réflexion, mais aussi, le travail qu'il va faire, c'est un petit peu annoter ce que moi j'ai écrit, pour permettre aussi de voir si c'est vraiment intelligible et si c'est juste, entre guillemets. Alors pas juste dans le sens c'est la vérité, mais si les mots que j'emploie en fait sont bien compréhensibles, et s'il n'y a pas que moi qui les entends bien correctement. Parce que parfois quand on écrit, on a l'impression que c'est super clair dans notre tête, et puis finalement quand quelqu'un va vous relire, il va pas vraiment comprendre ce que vous voulez dire. Et du coup c'est vraiment cette idée-là, il y a déjà vraiment un travail de relecture sur chaque épisode de GND qui est fait, pour consolider la réflexion et aussi pousser à aller parfois un peu plus loin. C'est-à-dire que parfois, je vais marquer un truc, il va pas forcément être trop d'accord avec, et il va me dire mais du coup pourquoi, qu'est-ce que tu veux dire, et ça va être aussi l'occasion en fait de se rendre compte qu'on peut aller plus loin et qu'on peut pousser la réflexion et d'aller plus loin en fait dans l'affirmation et de mieux construire son propos pour qu'il soit plus juste, encore une fois, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un travail, moi j'écris une bonne partie de l'épisode, mais Maxime va vraiment apporter une espèce d'équilibre qui fait que je pense on a réussi à créer une émission qui est assez nuancée, je crois qu'elle est assez nuancée, sans prétention, quoi, mais de dire que voilà, on est toujours plutôt dans la compréhension, dans la déconstruction, que dans l'affirmation et dans la persuasion.
L'idée c'est plutôt d'essayer de comprendre que de dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Et je pense que le fait d'être à deux, ça permet d'avoir cet équilibre-là, et je pense que c'est super sain, même si parfois c'est un petit peu chiant, parce que c'est pas toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui va dire « qu'est-ce que t'as marqué, c'est pas ça qu'il faut marquer, et pourquoi ?» C'est un petit peu chiant, parfois on s'engueule un peu à peu près de ça, mais bon, c'est limite. Mais en fait, au final, ça permet toujours, c'est toujours pour le mieux, on va dire. Et puis voilà, du coup, on va faire vraiment une relecture totale de tout l'épisode ensemble, pour voir si vraiment on est satisfait de tout le script. Et puis voilà, une fois qu'on a le texte, et qu'on est sûr que ça nous convient, on peut passer à la suite. Évidemment, dans les premiers épisodes, l'influence du 3615 Usul se fait ressentir. On essaie d'être drôle, de faire des sketchs pour rendre le propos plus digeste, mais au final, on se rend vite compte que d'une, tout le monde ne sait pas forcément jouer la comédie ni la réaliser en vidéo, et de deux, vu les retours qu'on a, ce sont bien plus nos réflexions qui accrochent les quelques âmes perdues abonnées à la chaîne. Ainsi, au fil des épisodes, les sketchs mal réalisés tendent à disparaître, et il ne reste plus que quelques petites vannes foireuses et des tournures de phrases un peu espiègles. Mais c'est aussi qu'avec le temps, on prend de plus en plus au sérieux l'idée d'apporter du neuf, essayer d'aboutir à des discours qu'on ne trouve pas ailleurs, et d'approfondir des pistes de réflexion qui ne le sont pas assez à notre goût. Et je dis bien essayer parce que parler de jeux vidéo comme on le fait, c'est toujours avec une bonne dose de doute et d'incertitude. Si on sait qu'on veut pas faire du test, on n'a pas non plus de vraies références ou de format qui fait foi vers lequel il suffirait de voguer. Et à la question comment doit-on ou devrait-on parler de jeux vidéo, il n'y a pas de réponse évidente. On a commencé par des pratiques industrielles avec les trailers et les suites, on a attaqué des marronniers comme la durée de vie, la difficulté ou encore les choix, et on a aussi approché des aspects plus communautaires comme la hype, les classiques ou les fameuses notes. Et puis, avec le temps, à force de parler de jeux vidéo, de rentrer dans le détail, c'est l'analyse du game design qui a pris une place de plus en plus importante dans nos réflexions, jusqu'à devenir assez centrale aujourd'hui. En gros, on a donc toujours abordé les choses de manière assez personnelle, en fonction des problématiques qui nous touchaient et nous intéressaient à un moment donné. Maintenant, est-ce qu'on le fait bien? Là non plus, la réponse n'est pas forcément évidente. D'abord parce qu'on ne sait jamais si ce qu'on dit c'est trop fouillé, trop détaillé, ou au contraire trop superficiel et survolé. Après tout, on s'adresse à une audience qu'on ne connaît pas, et tout ce qu'on peut faire c'est essayer de se projeter et se demander si ce qu'on raconte ça nous intéresserait. Et ça, on le saura jamais. Ensuite, il y a les analyses en elles-mêmes. Game Next Door, ce sont des essais, des réflexions subjectives mais argumentées, et on n'est jamais à l'abri d'un plantage en règle. On a toujours la crainte de passer à côté d'un concept évident, mais qu'on louperait par manque de maîtrise ou de connaissance, et de se prendre un bombardement mérité dans les commentaires. Enfin, aujourd'hui, même dans la sphère de la recherche, la philosophie avec laquelle on doit aborder le jeu vidéo fait débat. D'un côté, il y a les Game Studies, qui se concentrent sur l'analyse de l'objet ludique et tout ce que ça peut envelopper, et de l'autre côté, il y a les Play Studies, qui étudient plus la réception de l'expérience vidéoludique, le ressenti des joueurs et joueuses face à un jeu donné. Et si on n'évolue pas à ce niveau académique, ce sont quand même des questionnements qui nous traversent l'esprit et qui font que constamment, on se demande si notre façon de parler de jeux vidéo est pertinente. Parce que même si, au final, on oscille probablement un peu entre ces deux approches, on n'a pas envie d'imaginer que dans 5 ans, on dise de nos réflexions qu'elles étaient complètement à côté de la plaque. Et tout ça fait qu'on est en constante remise en question, et c'est pas toujours facile à porter, surtout dans les moments où l'inspiration et les idées se font un peu plus rares. Mais en même temps, ça me rassure parce que j'imagine que ça veut dire que notre démarche est encore à peu près saine, et qu'on n'est pas tombé dans une espèce de routine mécanique. On a encore envie de progresser et de vous intéresser. Avec le temps, on a appris à se faire confiance et à vous faire confiance, et on se dit que si vous êtes quelques milliers à suivre et à apprécier ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas tant à côté de la plaque. Ou alors on vous mystifie depuis 3 ans et vous vous faites endormir par des belles paroles qui n'ont ni queue ni tête, comme certains esprits éclairés l'ont déjà suggéré. Une fois qu'on a le texte, on va pouvoir passer vraiment à la création de la matière qui va nous servir à monter l'épisode. Et la première chose, c'est l'enregistrement de la voix off. Et ça, mes amis, c'est l'enfer. Vraiment, c'est terrible, c'est le truc le plus infâme que tu puisses faire, je pense, quand t'es vidéaste, c'est enregistrer ta voix off. Chaque seconde de cet exercice-là, c'est une concentration intense parce que non seulement tu dois pas te planter dans la lecture de tes mots, hein, tu dois pas manger tes mots, tu dois prononcer correctement, articuler, mais aussi tu dois mettre le ton, tu dois interpréter ton texte, et ça c'est vraiment un putain de travail. C'est-à-dire que moi je me rendais pas compte quand on a commencé à travailler sur GND, le travail que ça demande de porter son texte avec sa voix. Et là vraiment honnêtement, moi je me rends compte, moi je pense que c'est un truc sur lequel je peux encore progresser, je pense pas être très bon dans cet exercice-là,
on va dire que je me démerde, je pense que je me démerde, apparemment ça passe, mais voilà, je pense qu'on peut toujours être meilleur, un meilleur narrateur, et ça demande vraiment du travail et de l'autocritique pour arriver à vraiment choisir comment utiliser sa voix sur quel passage pour lui donner vraiment l'impact qu'on veut. Parce que t'auras beau écrire le meilleur truc du monde, si derrière tu le racontes avec une voix monotone comme ça sans jamais dire des choses, bah ton audience elle va se faire chier quoi. Donc c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que c'est vraiment difficile d'enregistrer de la voix off, ça demande vraiment, c'est vraiment exigeant. Moi à chaque fois j'enregistre de la voix off, après je suis épuisé, parce que c'est long, et c'est chiant, et ça demande vraiment de la concentration, et de l'implication, de l'exigence, c'est vraiment pas un exercice facile. Mais voilà, une fois qu'on a ça en poche, on a vraiment la matière en fait qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir dérocher pour pouvoir commencer le montage, et du coup de son côté Maxime en fait avec le texte, lui il va commencer à réunir des extraits vidéo pour illustrer le texte, et là aussi c'est encore un autre métier parce que l'illustration vidéo ça a aussi vraiment son importance, c'est-à-dire qu'on fait pas seulement un podcast audio dans lequel seule la voix compte, là aussi ce sont les images qui doivent traduire ton propos, et il y a deux façons de le faire, et nous je pense qu'on oscille un petit peu entre les deux façons. Soit tu fais quelque chose de stricto sensu, c'est-à-dire que tu illustres vraiment ce que tu dis mot pour mot, donc c'est un exemple de gameplay, je sais pas, je vais vous dire, là dans Doom, il y a un coup de poing, vous voyez le coup de poing dans Doom, ou alors on va choisir une image qui va peut-être donner un peu plus d'écho à ce que je dis, qui va prolonger un peu le propos, et l'idée c'est vraiment de nourrir un peu la réflexion avec l'image. Et c'est pas forcément évident à faire, c'est pas toujours facile de trouver les bons extraits, et puis surtout ça prend du temps, et c'est assez frustrant parce que tu peux passer beaucoup de temps à essayer de trouver une image juste pour 3 secondes de vidéo, et parfois c'est super chiant quoi. Mais voilà, c'est aussi... il faut être un peu perfectionniste, je pense que parfois, si tu fais les choses à l'arrache, après t'es pas satisfait, donc voilà, vaut mieux prendre le temps, et voilà, c'est pour ça que parfois le montage, bah ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on aimerait. Mais voilà, donc on monte, on fait les cuts, on met tout ça ensemble. Moi de mon côté aussi après, bah, je vais choisir un petit peu la musique qui va accompagner GND, je sais que vous l'avez remarqué, mais bon voilà, moi j'aime beaucoup le hip-hop, c'est vraiment la musique que j'écoute tout le temps, et du coup je distille un petit peu la bonne parole en fond de GND, et je m'arrange aussi toujours pour que la musique rythme un peu la vidéo, c'est-à-dire les moments qui sont un peu plus réflexifs. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais bref, je vais les accompagner avec des beats un petit peu plus low, quoi, et puis après, quand il faut un petit peu amener un peu d'énergie, bah, on va prendre des choses qui sont un peu plus dynamiques, donc voilà, j'essaie de me prendre un petit peu la tête dessus, et puis tout en essayant aussi de montrer un peu ce que j'écoute en ce moment, quoi. Et puis voilà, on va mettre les sous-titres après, ça aussi ça prend du temps, faire les petites annotations, les trucs un petit peu précis, essayer aussi de laisser respirer un petit peu la vidéo, mettre toutes les titres, faire un générique à la noix, ça c'est vraiment le truc qu'on déteste faire, on va pas se mentir, c'est pour ça qu'il est pourri à chaque fois. Et puis voilà, a priori l'épisode est terminé, on peut l'uploader sur YouTube. Si on ne savait pas du tout où GND allait nous mener il y a 3 ans, et c'était d'ailleurs même encore vrai il y a 2 ans, je crois qu'aujourd'hui c'est déjà un peu plus clair dans nos têtes. Passer les rêves un peu vains de pseudo-célébrités, qui ont certainement pu nous titiller l'esprit alors qu'on débutait, c'est vraiment l'idée d'apporter notre grain de sel au débat collectif autour du jeu vidéo qui nous anime désormais. Non pas parce qu'on pense avoir les bonnes réponses, loin de là, mais parce que on n'a jamais eu autant de questions en tête. On a beaucoup appris au cours de ces 3 dernières années, des jeux auxquels on a joué, des gens qu'on a côtoyés, des contenus des autres créateurs et créatrices qu'on a observés, et notre champ de vision sur le médium, on a l'impression qu'il est 10 fois plus large aujourd'hui qu'à nos débuts. Et c'est d'autant plus de perspectives de réflexion qui nous apparaissent et qu'on n'aurait jamais pu envisager il y a 3 ans. Par exemple, j'aime beaucoup notre essai sur les Walking Simulators, parce que dedans on a tenu un discours qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. À l'époque, je pense qu'on aurait pu dire sans sourciller que « Ah, c'est pas vraiment des vrais jeux vidéo ». Alors que là, avec ce qu'on a appris, on a pu justement mettre le doigt sur ce qui en faisait des purs représentants de ce médium, et comment ils le font en plus progresser selon nous. Et si on devait essayer de dresser le programme de GND pour l'année à venir, ce serait probablement un peu ça. Essayer d'explorer des terrains qui nous sont encore inconnus, bousculer et affiner nos conceptions de ce que peut être le jeu vidéo et ce qu'on peut faire avec. Et sans vouloir faire du teasing pas cher, on a déjà une bonne petite liste de sujets qui nous semblent mériter qu'on s'y attarde. Mais évidemment, tenter de progresser dans son approche tout en restant régulier, ça demande un investissement conséquent, et à ce niveau aussi, notre état d'esprit vis-à-vis de GND n'est clairement plus le même qu'à nos débuts, parce que si on n'a jamais fait les choses à l'arrache, ou alors c'était malgré nous, aujourd'hui on commence à oser dire que parler de jeux vidéo en vidéo, c'est un peu notre boulot, que ce qu'on a construit ce n'est pas seulement du vent, mais qu'on commence à avoir un tout petit savoir-faire qui n'est pas totalement sans valeur. La première chose qui nous fait penser à ça, c'est bien sûr le Tipeee. En juillet dernier, c'était un peu la dèche, et on a relancé un appel aux dons, et je dois vous dire qu'on n'en revient toujours pas. Ça a été un immense bonheur de voir autant de personnes répondre à l'appel, et on a pris conscience que ce qu'on faisait, ça pouvait compter pour elles. Et ça, pour la caboche et la motivation, c'est vraiment essentiel.
Puis il y a eu les discussions avec Gamecult qui nous ont mené jusqu'à Loop, une émission qu'on a créée et vendue au site. Ça aussi, ça a été une étape importante pour nous dans la confirmation qu'au-delà de notre amateurisme éventuel sur la production, dans le fond, on pouvait aussi avoir notre place dans la presse spécialisée, que notre discours pouvait être validé dans cette sphère-là. Et ça, quand on a démarré de rien comme nous, c'est toujours bon à prendre. Et si on ajoute les petites choses dont on ne peut pas encore trop parler aujourd'hui, on se retrouve dans une dynamique où envisager de vivre de ce boulot-là, ça nous paraît pas complètement aberrant. Alors on est encore très loin du SMIC chacun par mois, mais en continuant à ce rythme-là, avec les éventuelles aides auxquelles on peut désormais prétendre et votre soutien, peut-être qu'on y arrivera. C'est toujours un moment particulier quand un épisode sort parce que c'est à la fois un mélange de crainte et d'excitation. C'est-à-dire de crainte parce que t'as toujours peur de te planter, t'as toujours peur que bim, la vidéo sort et il y a des gens qui vont te dire « Ah ouais, mais ça et tout » et ça va partir en cacahuète. T'as toujours peur que t'aies dit une connerie et que ça va flinguer toute la vidéo. Donc, bon, c'est toujours un petit peu... Il y a toujours ça, tu te demandes si ça va plaire, mais il y a aussi toujours cette excitation de se dire « Bah voilà, c'est une nouvelle vidéo, c'est encore une nouvelle façon pour nous de s'exprimer, d'exister, que notre discours existe, et t'as toujours envie de te dire bah c'est peut-être celle-là qui fera un peu plus de vues, c'est peut-être celle-là qui te fera remarquer par un peu plus de gens, qui t'amènera un peu plus de soutien, un peu plus de likes, un peu plus de partage, je sais pas, t'y crois toujours en fait, tu crois toujours que tu vas, avec cette vidéo, pouvoir toucher plus de monde, parce qu'au final c'est bien pour ça qu'on le fait, c'est aussi pour que notre propos il touche un maximum de gens. Mais bon, ça n'arrive jamais évidemment, je crois qu'on a accepté avec GND que voilà, le buzz c'est pas pour nous, on sait pas faire du buzz, hein. Quand tu commences à parler de Walking Simulator, de récompenses extrinsèques, bon, voilà, tu sais que tu vas pas aller pisser bien loin, tu vas pas monter dans les tendances YouTube, on sait que c'est pas pour nous, Mais c'est toujours un événement aussi parce que bah voilà, être vidéaste comme on le fait, en tout cas nous avec notre degré d'implication, bah GND moi j'y pense H24 quoi, je suis toujours dedans quoi, c'est-à-dire que je pense tout le temps à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut proposer, je suis toujours en train de réfléchir à des nouveaux sujets, à ce qu'on pourrait faire par la suite pour continuer de progresser, pour continuer d'exister. Et ça te prend une énergie incroyable, quoi. C'est quotidien, c'est pas seulement un truc que tu fais en loisir, comme ça, un petit peu en sous-main, quand t'as un peu le temps. Ça te demande énormément d'énergie. Aujourd'hui, c'est ce qui me demande le plus d'énergie. J'ai aussi un taf à mi-temps, je suis beaucoup moins fatigué quand je rentre de mon taf que quand je travaille toute une journée pour GND. C'est beaucoup moins... sur l'implication cognitive, c'est beaucoup moins important, ça demande beaucoup plus d'énergie GND. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que on demande du soutien financièrement. Parce qu'en fait, tu peux pas concilier ça, tu peux pas concilier un tel travail, un tel investissement de manière régulière, et le concilier avec une vie pro, sociale, amoureuse, familiale, tout ce que tu veux. C'est pas possible de concilier les deux. Il y a un moment où tu dois faire des choix, quoi. Et le modèle aujourd'hui, bah, il est un peu problématique, parce que d'un côté, si vous voulez, vous avez des centaines de milliers de gens, vous, les viewers, qui ont accès à du contenu culturel, donc ça va être vraiment soit des trucs comme nous on fait, jeux vidéo, cinéma, musique, ce que vous voulez, ou de la vulgarisation, de la biologie, de l'histoire, tous ces trucs-là beaucoup plus classe. Mais voilà, vous avez accès à tout ça, et de l'autre côté, ce sont quelques centaines de personnes qui le font vivre, mais qui supportent aussi le coût de la production. C'est-à-dire que c'est nous, pour la plupart, les vidéastes, qui investissons finalement, alors c'est pas de l'argent, on met pas de l'argent dans une petite tirelire, mais c'est nous qui investissons du temps et de l'énergie pour pouvoir faire vivre tout ça. Et ça, en termes de modèle, c'est un petit peu paradoxal, c'est pas logique que ça soit la personne qui crée qui supporte aussi le coût de création. Peut-être que dans un monde idéal, peut-être que dans une autre société ça pourrait fonctionner, mais aujourd'hui dans la nôtre, c'est problématique. Parce que si t'as un tel investissement comme ça, si ça te permet pas de gérer ta vie quotidienne, c'est un peu la merde. Alors je sais pas quel est le bon modèle, est-ce que c'est les dons, est-ce que c'est créer un abonnement en ligne, est-ce qu'il faut faire du payant, j'en sais rien, je sais pas ce qui est bien, honnêtement je sais pas ce qui est le plus sain, ce qui est le plus juste, j'en ai aucune idée et c'est pas forcément à moi de le juger. Par contre ce que je sais c'est que sans ça, sans un soutien, on peut pas tenir quoi, on peut faire pendant 1 an, on peut faire pendant 2 ans, mais il y a un moment où la vie elle vous rattrape quoi, et elle vous dit gros, faut arrêter quoi, tu peux pas continuer. Et c'est pour ça que y a des chaînes qui disparaissent, tout simplement. C'est pas parce que les gens ils ont plus d'inspiration, c'est pas parce que les gens ils ont plus envie.
mais ils doivent faire des choix, quoi. Et quand t'as le loyer à payer, quand tu dois payer la bouffe, bah forcément au bout d'un moment tu te dis bon, c'est bien beau de faire des vidéos sur Mario, mais à un moment ça marche plus, quoi. C'est pour ça que les gens ouvrent des Tipeee, quoi. C'est pas par avidité, hein, c'est pas pour s'en mettre plein les fouilles. Encore une fois, je pense que là aussi, c'est à nous, vidéastes, de bien éduquer les gens, bien faire comprendre aussi que ce qu'on fait, c'est un vrai travail, que ça nous demande beaucoup de temps d'investissement, et qu'on a le droit aussi de pouvoir gérer nos vies quotidiennes grâce à ça, quoi. Tout simplement. Après, nous, voilà, GND, on a de la chance. Honnêtement, je pense qu'on a de la chance. On a une super communauté, vous avez été très nombreux à nous soutenir, et c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf, on est super fiers de ça. Mais malgré tout, aujourd'hui, si vous regardez tous les Tipeee qui existent, moi, j'en connais pas, honnêtement, qui, grâce à ça, seulement grâce à ça, vivent de leur travail de manière décente. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, les grilles tarifaires pour du travail de monteur, travail de script, travail de réalisateur, tout ce que vous voulez, je vois personne qui est dedans, quoi. Il y a personne qui rentre dans ces cases-là, qui est au minimum, il y a personne qui est au minimum, quoi. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Et j'espère que ça va évoluer, j'espère que ça va changer, que ça va s'améliorer. Je pense que ça va dans le bon sens, à mon avis ça va dans le bon sens. Mais voilà, c'est aussi à nous vidéastes, je pense, de faire ce travail-là, d'éduquer et de dire, bah voilà, regardez tout le travail qu'on fait. On a le droit aussi de pouvoir... je pense qu'on vole pas, je pense pas qu'on vole l'argent des abonnés. Je le pense pas, honnêtement. Et c'est pour ça, chaque épisode aussi, c'est un petit espoir de se dire, peut-être que c'est celui-ci qui va faire la différence, peut-être que c'est celui-là qui va convaincre des gens qu'il faut nous soutenir, et que si on veut pouvoir continuer à faire ce travail, ce sera grâce à eux, et leur faire comprendre ça, grâce à la qualité de notre travail. C'est pour ça qu'à chaque épisode, je casse un peu les noix de tout le monde en rappelant « vous pouvez nous donner un coup de main sur Tipeee », parce que mine de, c'est ce qui nous fait vivre, et c'est hyper important, quoi. Je ne sais pas si ce bilan était la meilleure idée qu'on ait eue jusqu'ici, mais ça nous tenait vraiment à cœur de vous partager toutes ces petites réflexions. Le jeu vidéo, il est évidemment au centre de ce qu'on fait ici, mais mine de rien, toutes ces choses qui nous traversent l'esprit prennent aussi une bonne place dans nos vies quotidiennes de créateurs du YouTube Game. Et j'imagine qu'elles traversent d'ailleurs les esprits de toutes celles et ceux qui s'y engagent. Que ce soit sur le fond, comme sur la forme des vidéos, mais aussi sur tout ce qui gravite autour, comme notre façon de communiquer ou de chercher du financement, on n'est jamais sûr de rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie d'être en phase avec nous-mêmes, et jusqu'ici, je crois pas qu'on regrette les choix qu'on a pu faire. Et puis, ce qu'on sait et qu'on a accepté, c'est qu'il y a aussi du mouvement de votre côté. S'il y a encore plein de gens qui découvrent GND, et peut-être même avec cette vidéo, on sait qu'il y en a d'autres qui se lassent et qui lâcheront la chaîne au bout d'un moment. Et même si c'est pas forcément facile à avaler, on voudrait toujours être pertinent pour tout le monde, on se dit que si vous avez trouvé une fois un intérêt dans notre contenu, c'est qu'on a réussi notre pari. Que si avec GND on a su éveiller en vous quelque chose comme ce que le 3615 a pu éveiller en nous, on a déjà gagné. Parce que c'est tout ce qui compte au final, avoir apporté un tout petit peu de matière à la réflexion de chaque personne qui nous regarde. Et si vous allez plus loin ou même ailleurs après, c'est super cool parce que ce qu'on a fait, ça vous aura servi. Il y a tellement de contenu génial et diversifié autour de jeux vidéo sur YouTube aujourd'hui qu'on serait dur de vous en vouloir. Et puis peut-être que rien ne vous satisfera et que vous créerez à votre tour un contenu qui vous parle. On espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura montré qu'il n'y a pas de réelle barrière à la création, même si pour en vivre, c'est une toute autre histoire. Mais voilà, on va donc continuer à faire de notre mieux pour vous proposer du GND comme on sait le faire, et merci infiniment de nous suivre et de nous soutenir comme vous le faites depuis 3 ans. On se donne rendez-vous pour un épisode canonique le mois prochain, et comme à chaque fois, à bientôt j'espère, et cœur sur vos manettes.